Imaginez une famille si riche qu'elle prête au pape, si rusée qu'elle fait sauter ses rivaux avec une simple ligne sur un registre, et si créative qu'elle rebâtit la beauté du monde. Les Médicis? Bien sûr, on connaît les galeries, les reines, les tableaux magnifiques. Mais derrière toute cette dorure, cette splendeur, il y a un véritable code source bancaire qu'ils ont écrit dès 1397 et que Wall Street lit encore aujourd'hui. C'est ça, le secret de leur ascension. Alors, prêts à décompiler ce logiciel de pouvoir? Au tout début, c'est pas grand-chose, juste un oncle et un neveu qui changent des florins, là, sur le pont de Florence. Oubliez les coffres blindés, ils avaient un simple coffre de bois, une plume et beaucoup d'ingéniosité. Pourquoi tant de discrétion? Parce qu'à l'époque, l'Église considérait le prêt avec intérêt, l'usure, comme un péché capital. Impossible d'opérer ouvertement. Mais les Médicis, eux, ont trouvé la faille. Le hack commence là. Ils n'appellent pas ça un prêt, mais du change. Ils vous échangent vos florins contre une autre monnaie, puis vous les rachètent plus tard, mais à un taux différent. La différence, cette commission cachée, c'était leur intérêt. Résultat, un gain garanti d'environ 5% sans jamais prononcer le mot « prêt ». En 10 ans, leur bénéfice est devenu 20 fois celui d'un simple mercier. Florence n'a pas encore compris qu'elle vient de voir naître la première fintech de l'histoire. Le vrai tournant, c'est en 1417. Giovanni di Bicci, le fondateur, obtient la banque du pape. Et ça, c'est énorme. Imaginez, toute la chrétienté paie la dîme. Et cet argent, cette manne divine, descend le Tibre directement jusqu'à leur livre de compte. Soudain, la banque Médicis ne gère plus seulement l'argent des marchands florentins. Elle devient le Swift du XVe siècle. Comment ça marche? Vous déposez des pièces d'or à Rome et la banque vous délivre une lettre de change, une sorte de chèque médiéval, valable à Bruges, Londres, Lyon ou Genève. Plus besoin de transporter des cargaisons d'or à travers des routes infestées de brigands. Transport zéro, risque quasi zéro. C'était révolutionnaire. Le réseau compte bientôt 15 succursales à travers l'Europe. Chaque ville croit traiter avec un bureau local, mais tout l'argent est centralisé. Tout passe par Florence. C'est la première plateforme bancaire centralisée, une structure de holding avant l'heure, comme un moteur de réservation d'hôtel, sauf que même le roi de France doit passer par eux. Alors, les Médicis n'ont pas inventé la comptabilité en partie double, mais ils l'ont popularisée et systématisée à une échelle jamais vue. Chaque écriture a son miroir, un débit, un crédit. Ce système, c'est la base de la comptabilité moderne, encore utilisée aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce si important? Ça leur donne deux choses essentielles. Premièrement, une vue d'aigle, une précision chirurgicale sur leur trésorerie, leur permettant de minimiser les erreurs et détecter les fraudes. Et deuxièmement, et c'est là que ça devient machiavélique, une arme fiscale redoutable. Quand un rival politique doit 10 000 florins, les Médicis rachètent sa dette. Puis, ils exigent le remboursement immédiat. L'adversaire, pris à la gorge, n'a plus le choix. Il plie ou s'exile. C'est une façon élégante de neutraliser l'opposition sans verser une goutte de sang. Cosme l'Ancien, le patriarche, l'a bien compris. Je n'ai pas besoin d'épée quand j'ai le grand livre. Cloître 133. Les oligarques florentins, jaloux de leur pouvoir grandissant, exilent Cosme. Qu'est-ce qu'il emporte avec lui? Ses livres de comptes. 1 an plus tard, la ville est en pleine crise. Elle doit lever des impôts pour payer son armée, mais personne ne veut prêter. Sauf un homme. Devinez qui? Cosme, bien sûr. Il revient triomphalement à Florence, et la foule l'acclame comme père de la patrie. À partir de ce moment-là, la République florentine vote ce qu'il veut. Comment? Ses amis comptent les bulletins, et les candidats potentiels sont ruinés par des créances que seule la banque Médicis peut gérer. L'argent devient bulletin de vote, et le bulletin de vote devient pouvoir. La démocratie est hackée, et Florence est sous leur contrôle, sans qu'ils aient besoin d'un titre officiel. Une fois la ville verrouillée, il faut légitimer ce pouvoir informel. La solution? Subventionner l'art à une échelle monumentale. Donatello sculpte le premier David en bronze, Brunelleschi couvre la cathédrale d'un dôme impossible, Botticelli peint des chefs-d'œuvre. Les Médicis paient, et en échange, ils exigent qu'on grave leur blason discret sur un coin du socle, sur les fresques, les palais. C'est du soft power avant l'heure, le premier marketing d'influence. Les citoyens admirent la gloire de Florence,
l'éclat de la Renaissance, et ils associent inconsciemment cette grandeur au nom de la famille qui finance tout. Plus besoin de police pour maintenir l'ordre quand l'émotion et la fierté font le travail. Florence devient le berceau d'une révolution artistique et intellectuelle, et les Médicis en sont les architectes. 1464. Laurent le Magnifique hérite d'un empire et d'un secret lourd à porter. La banque est devenue trop grosse, trop risquée. Les dettes des rois, notamment d'Angleterre, atteignent des sommes astronomiques, équivalentes à 5 ans de revenus de la couronne. Laurent, plus homme d'État comme d'affaires, choisit la fuite en avant. Il réduit les réserves, spécule sur le grain, perd des fortunes. En 1494, les succursales européennes ferment les unes après les autres. La banque Médicis s'effondre. Mais le coup est joué, leur objectif ultime est atteint. La famille a déjà donné 2 papes à l'Église et 2 reines à la France. L'entreprise bancaire coule, certes, mais la marque, le nom Médicis, lui, reste gravé dans l'histoire et le pouvoir européen. Les Médicis nous ont prouvé qu'un registre bien tenu peut valoir bien plus qu'une armée. Les lettres de change, l'organisation bancaire décentralisée mais contrôlée, le monopole fiscal déguisé, le marketing culturel. Ce sont autant de lignes de code qu'on retrouve, sous d'autres formes, dans les banques centrales modernes, les cartels de cartes de crédit et même les réseaux sociaux. Alors, la prochaine fois que vous verrez un tableau de Botticelli, rappelez-vous, ce n'est pas juste un chef-d'œuvre, c'est la version 1.0 d'un système financier et politique révolutionnaire, la preuve que même la finance peut être un art et que le pouvoir, parfois, se cache là où on l'attend le moins.